il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh non. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure dans cet épisode 17 à débriefer ensemble la fin des demi-finales de Top Chef saison 12 qui ont eu lieu hier soir, mercredi soir, donc pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, comme toujours, une brigade de choc. Je suis, comme chaque semaine maintenant, c'est le titulaire indiscutable et indétrônable tel Mohamed, Sébastien Polomeni. Salut Seb. Salut Raoul, salut Lucas, salut à tous. Ça y est, demi-finale enfin terminée. On connaît nos deux heureux finalistes après de longues palabres. Et grosse surprise, on va bien sûr revenir dessus. La surprise, ce n'est pas Lucas Vola, lui il est là et il nous régale à chaque fois. Salut Lucas. Salut tout le monde. Ouais, on n'est pas loin de la surprise quand même. J'ai bien failli ne pas y être dans ce podcast. On a des petits soucis, mais voilà. Je m'excuse pas auprès des auditeurs parce que pour eux ça change rien. Je m'excuse auprès de vous, messieurs, mais on est parti, on est bien, on est là. Et puis on va parler de cette demi-finale, ouais. Ouais, et tu es tout pardonné évidemment. On va revenir donc sur cette émission d'hier soir avec la dernière épreuve des demi-finales et ensuite l'épreuve pour tous les téléspectateurs de tenir jusqu'au bout de cet interminable grand oral, ou je sais pas comment on peut appeler ça, débrief avec les chefs, mais tout ça pour arriver à la conclusion que Mathias Marc est éliminé et ne disputera pas la finale. Messieurs, ça va être le gros sujet de notre podcast. Évidemment, on va revenir sur tout ça. On fera nos tops, nos flops et quelques petits pronos et retours un peu sur cette saison aussi qui s'achève bientôt. C'est parti, messieurs, pour Micro-ondes Podcast. On lance un petit jingle et on se retrouve juste après. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Bon, pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé. Messieurs, avant que on aborde la fin de cette demi-finale et son résultat, il y avait quand même, on l'aurait presque oublié, une épreuve qui s'est disputée avec l'épreuve imposée par Mathias à Mohamed et Sarah. Cette épreuve, on l'avait un petit peu vu venir la semaine dernière. Il fallait cuisiner de A à Z un agneau de lait. Donc ce n'était pas un cochon, contrairement à ce que j'avais pronostiqué. Je suis presque déçu. Mais un agneau de lait au complet, avec il fallait donc les 5 morceaux, il fallait une garniture, il fallait une sauce et je crois que c'est déjà à peu près tout. C'est ça, Seb, je dis pas de bêtises. En 1h30, c'est pas mal quoi. Oui. Donc cuisiner le gigot, l'épaule, le carré, la selle, les rognons, le jus avec la carcasse. C'est ça. C'est pas mal. Ça fait un gros boulot. Mathias qui se la pète un peu en avance, façon un peu guerre mentale. Ouais, un peu guerre. Ouais, bon, d'accord. Qui se la pète à mort, façon guerre mentale. Ouais, en mode, j'ai fait 10 000 agneaux de lait juste la semaine dernière. Donc je te les découpe en 2 secondes et j'envoie tout. Donc vous allez en baver. Et j'ai trouvé assez sympa, Lucas, la réaction de Momo de dire. Pas de problème, moi je suis à l'aise, je serai peut-être pas aussi rapide mais je vais y arriver. Et j'ai trouvé ça sympa et ça a mis tout de suite un peu de ça a renvoyé un peu Mathias dans les cordes, j'ai trouvé ça cool. Alors, je sais pas si ça l'a renvoyé dans les cordes parce que je l'ai trouvé très en confiance, vraiment très très en confiance. Alors, ça aurait dû. Et puis pas pour voilà, je dis très en confiance pour être gentil, on va dire. Allez. Mais que moi qu'il soit très en confiance face aux autres. Je peux comprendre et c'est un petit peu une guerre mentale entre guillemets. Il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup de technique, mais il y a forcément un peu de psychologique et on est face à un adversaire, il faut qu'on gagne. Donc je comprends ce qu'il a fait quand il disait moi en 10 minutes c'est réglé, je comprends.
Mais même après, ou en tout cas dans les interviews qu'il y avait, il était très en confiance. Moi, c'est réglé. Et dans ma tête, je me disais, oula, Mathias, il faut pas qu'il se loupe. Et comme tu dis, il a voulu déstabiliser Mohamed. Mohamed, ça l'a pas vraiment déstabilisé, voire pas du tout. Lui aussi était très en confiance. Après, il a répondu à Mathias. Voilà, là, on est dans la guerre entre guillemets psychologique. Mais Mathias, il était vraiment très, très, très confiant. Et à chaque fois au fur et à mesure de cette épreuve, je me disais, il faut vraiment pas qu'il se loupe parce que là, avec tout ce qu'il dit, il a intérêt de gagner quand même. Ouais, et puis on va vite le voir, mais effectivement, il ne va pas terminer premier de cette épreuve-là. Seb, j'ai chronométré hier, de manière tout à fait officielle, le temps qu'on a passé à cuisiner sur cette première épreuve et pas avoir des flashbacks, pas avoir des spoilers, pas avoir de la pub. Et maintenant que je dis ça, je ne trouve plus l'info. Si, ça y est, je l'ai, elle est sous mes yeux, j'ai mon petit chronomètre que j'avais pris. Il y a eu très exactement, messieurs, dames, accrochez-vous, 26 minutes 31 secondes de cuisine sur 1h15, je crois, d'émission au début. C'est peut-être encore, on ne sait pas, mais c'était décevant presque, Seb, même si on s'y attendait. On est un petit peu habitué ces dernières semaines. J'ai même envie de te dire que c'est peut-être qu'hier qu'on en a vu le plus au niveau de la cuisine. C'est ce qui est un petit peu dommage. Bon, après, on le répète depuis des semaines, et ce qui est malheureux par rapport au niveau, franchement, des quarts et des demi-finales, parce que les quarts, ça se joue sur la dernière. Les demi-finales, on le verra tout à l'heure, ça se joue sur une décision. Le niveau était top. Et au final, la réalisation qui a fait traîner le tout en longueur. Il y avait une émission de trop pour les quarts, une émission de trop pour les demi. Au final, c'est passé au détriment de la qualité des plats proposés. Alors les plats proposés, revenons dessus un petit peu. Donc Mohamed et Mathias, on savait qu'ils étaient à l'aise. Sarah, on nous l'a vendu comme complètement dépassée par ce genre d'épreuve, parce que on le sait, son univers, ce n'est pas la viande, c'est le végétal. Pourtant, Lucas, j'ai trouvé en tout cas, elle donnait bien le change. Elle avait l'air d'être assez contente d'elle, et elle avait l'air de montrer qu'elle s'en sortait en termes de découpe, en termes de cuisson, en termes de recettes. Elle est la seule qui a fait un tartare. Agréablement surpris par l'épreuve de Sarah, Lucas ? Oui, agréablement surpris. Après, quand elle a commencé, voilà, elle disait vraiment c'est pas mon domaine. Bon, on l'a compris depuis le début de l'émission, ça fait quelques épisodes, quelques épreuves qu'on le comprend, et elle commence en disant je sais vraiment pas quoi faire, je sais vraiment pas comment je vais me lancer, et je me disais la dernière fois qu'elle a dit ça, elle a gagné une épreuve, c'était l'épreuve de Mohamed la semaine dernière, je crois, et elle était à deux doigts de pas la faire. Heureusement que Chef Perret lui met un petit coup de pression, et elle finit par gagner l'épreuve. Donc là je me suis dit bon, c'est souvent son manque de confiance, elle commence souvent comme ça, mais il faut pas se fier à ça parce que dans la foulée elle fait des choses qui sont plutôt pas mal, et là en l'occurrence tu l'as dit, c'était vraiment pas mal. C'est la seule à faire un tartare. On sait qu'elle avait fait comme elle le dit, les tartares c'est un peu ça, pas sa marque de fabrique, mais elle aime bien en faire. Elle avait fait un tartare de chevreuil, je crois, à un moment dans la saison. Donc c'est vrai que au niveau de la découpe, au niveau de la boucherie, c'est vraiment pas mon domaine, j'y connais pas grand chose, mais visuellement pour un novice, je trouvais quand même que c'était bien différent de ce qu'avait fait Mathias et de ce qu'avait fait Mohamed en termes de découpe, de netteté. On avait l'impression que c'était un peu plus laborieux, mais oui. En dehors de ça, et ce qui je pense était très technique et ce qui posait beaucoup de soucis aux candidats, en dehors de ça, c'est vrai que comme tu dis, elle n'a pas été ridicule du tout. Alors après, elle finit dernière, mais elle est loin d'être ridicule, et dans un domaine où vraiment on lui donnait vraiment aucune chance. Ouais, c'est clair. Seb, le tartare d'agneau, t'as déjà goûté, c'est bon ? Non, alors les tartares, je déteste ça. Bon, ben voilà. Les premiers hommes, s'ils sont cassés le cul, inventer le feu, c'est pour faire cuire la viande et le poisson. Donc les tartares, non, c'est pas mon fort. Moi, j'ai juste eu de la peine pour la pauvre bête, parce que franchement, on était à deux doigts du massacre. Elle l'a tuée une deuxième fois. Aïe. Parce qu'elle est allée un peu comme une sauvage. Mais bon, après, faut avoir l'habitude, et faut avoir la force. Ouais, c'est vrai que oui, tu as raison de le souligner. Elle n'est pas forcément aussi carrée et directe que ne peut l'être Mohamed avec ses grands bras costauds. Tu t'y connais un peu en boucherie, Seb, ou pas du tout ? Non, moi, non, pas du tout. Après, tu l'as vu dans les découpes, qui avaient l'habitude, qui n'avaient pas l'habitude. C'est clair.
Mais manque de peau, c'était pas une épreuve pour le meilleur ouvrier de France, boucher charcutier. C'est clair. Messieurs, j'ai l'impression du coup, alors autant du coup le visuel de Sarah, je le vois, il était assez simple avec ses morceaux un peu répartis avec le tartare. Le visuel de Mathias avec c'était de la mousse au milieu ou une émulsion. Au milieu, d'oignon, ouais, c'est ça, une émulsion d'oignon. Ouais, ça va l'air bon, ça aussi. Oh là là. Le visuel de Mohamed, je m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'il a fait déjà lui? Un agneau aux épices, partie confite, partie poêlée, partie braisée. C'est ça. Avec caviar d'aubergine. Ouais. Laquelle vous avez préférée en termes de recettes et en termes de visuel, Seb, pour commencer? Ah, Mohamed, il n'y a absolument pas photo. Et sur le visuel, et sur les saveurs. Et franchement, il y avait de tout. En plus, il a utilisé donc les épices. Caviar d'aubergine, personnellement, j'adore ça. Il a mis du cumin, rasé à la noute. Le gigot, rien que son épaule confite dans la braise avait l'air démente. Philippe Etchebest savait de quoi il parlait après tout à l'heure avec Mathias. C'est clair. Mais après, niveau visuel, ouais, c'était clair. Je trouvais Sarah que c'était les éléments, il n'y avait pas trop de lien entre eux. Et Mathias, il y avait la mousse au milieu, tous les éléments qui étaient en cercle autour. J'ai préféré Mohamed. C'était très Mathias-esque finalement sa présentation à Mathias, ça a l'air paradoxal dit comme ça, mais oui, toujours de mettre plein de trucs un peu ensemble, cachés les uns sous les autres, un peu liés les uns entre eux. Bon, c'était pas mal, mais moi je te rejoins, je vais te laisser répondre d'après Lucas, parce que moi je suis d'accord avec toi, Seb, que vraiment le plat de Momo m'a conquis. Qu'est-ce que toi tu en as pensé, Lucas? Quelle était ta recette et ton visuel préféré? Je suis assez d'accord avec vous, messieurs. Bon, voilà. La recette de Mohamed, les épices, c'est vrai. Après, ça soulève une question, et certainement que tu voulais peut-être en parler plus tard, mais ces demi-finales, j'ai l'impression que pour le candidat qui doit donner l'épreuve, c'est presque insoluble. Déjà, si je me trompe pas, sur les trois épreuves des demi-finales, il n'y a aucun candidat qui a proposé l'épreuve qui a gagné déjà. Tu as raison. Et en fait, j'ai l'impression, je me dis, soit on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, comme l'a fait un peu Sarah, il me semble, ou comme l'a fait Mohamed, non, Mohamed, c'était quelque chose qu'il avait déjà fait, ouais. et qui faisait très souvent. Et justement, soit on fait quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a déjà fait, et du coup, on est un peu stéréotypé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a pêché à Mohamed sur son épreuve, c'est un peu ce qui a pêché à Mathias sur son épreuve, j'ai l'impression. Et ce qui pêchait à Sarah, c'est que comme elle l'avait jamais fait, elle était à la même hauteur que tout le monde. Et donc du coup, quand on propose une épreuve en demi-finale, j'ai l'impression que l'équation elle est presque insoluble de l'équilibre entre une épreuve qu'on a déjà fait, qu'on connaît bien, mais en même temps où on arrive à avoir des idées assez nouvelles, assez fraîches pour pouvoir impressionner ou épater les personnes qui vont goûter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve ça très difficile. Je suis complètement d'accord avec toi, et alors je sais plus si on en parlait entre nous hier ou si j'en ai parlé avec ma femme en regardant ou si ça a été évoqué dans l'émission, mais cette idée de dire qu'en fait quand tu proposes une recette que tu connais, alors quand tu la connais pas, bon bah effectivement c'est que tu y as déjà pensé et que tu as peut-être une idée mais que tu pars au même niveau que les autres, et quand c'est une recette que tu connais, c'est que tu la connais tellement bien que c'est difficile de proposer quelque chose d'innovant et de différent, et on l'a vu avec Mohamed et on l'a vu avec Mathias, c'était très bien, c'était réussi, c'était maîtrisé, encore que Mohamed il s'est mis des bâtons dans les roues, mais il manquait peut-être une originalité que, alors certes Sarah elle a apporté avec ce tartare qui lui a pas permis de gagner, mais c'était bien trouvé, et sur la première épreuve c'est elle qui a eu l'idée de faire le macaroni dans le cannelloni, c'est pas facile à dire, et qui finit par s'en sortir parce que elle sort du stéréotype du truc très technique où il y a une technique et on la fait comme ça parce que on peut pas la faire autrement, on nous a appris à la faire comme ça, on pourrait jamais la faire différemment quoi. Mais je suis sûr, mais qui m'a dit ça? Je vais retrouver, mais quelqu'un on en a parlé tous ensemble. Ouais, c'est ça, et qui disait tu peux quand tu fais quand tu fourres tes macaronis, et ben t'as ta poche, et puis c'est comme ça qu'on fait, c'est tout, il y a pas d'autre technique, t'as appris à faire comme ça, tu fais comme ça. Et ben Sarah, elle a jamais appris à faire comme ça, elle prend une seringue et ça marche tout seul. Et c'est là où je te rejoins sur l'équation insoluble, peut-être pas insoluble, mais il faut trouver une recette qu'on maîtrise suffisamment pour la faire facilement, mais sur laquelle il y a suffisamment de marge pour se permettre de se démarquer des autres. Et c'est là où je te rejoins, cette année ça a été difficile pour eux. Là où il a été bon, Mathias, je trouve, c'est que sur cette épreuve, il a implémenté, ou en tout cas, il a mis une partie très technique de découpe
qui du coup aurait dû normalement lui faire gagner du temps par rapport aux autres. C'était là où c'est vrai que c'était intelligent. Malheureusement, il est tombé sur quelqu'un qui savait très bien découper et du coup qui a mis quasiment autant de temps. Alors on saura jamais exactement, mais qui a mis peut-être autant de temps que lui et du coup qui après a pu partir sur des choses un peu plus originales et revenir dans le débat qu'on a. Et là où c'était intelligent, c'est qu'il y avait cette partie de découpe qui aurait pu du moins retarder les autres et les mettre plus en difficulté par rapport à une recette où Mathias, lui, on disait, ben voilà, il savait ce qu'il avait à faire et du coup, il s'était carré, pas forcément original ou en tout cas, c'est pas que c'était pas original, mais c'est que, comme on disait, il l'a fait tellement de fois peut-être que c'est d'une façon et pas d'une autre et donc du coup, ça manque peut-être de ce petit truc un petit peu fou que Mohamed a ramené, mais normalement, il aurait pas dû le ramener parce qu'il aurait dû plus galérer peut-être sur la découpe. Voilà, donc c'était plutôt intelligent, mais malheureusement, il est tombé sur on va dire, plus fort que lui. Seb, est-ce que c'est décevant en quelque sorte que aucun des 3 candidats n'ait remporté son épreuve, tu trouves? Un petit peu quand même. Depuis que cette règle a été instaurée, au début, les premières années, c'était très difficile. Chaque candidat était quasi assuré de gagner son épreuve. Et là, tu vois qu'au fil des années, ça devient presque un handicap. Et en fonction du tirage au sort, si c'est toi qui donne ton épreuve en premier, en dernier, ça peut être vraiment un vrai frein. Et ce que j'ai envie de même te dire, c'est que de mémoire, Mathias et Mohamed ont fait la guerre des restos ensemble, je crois. Et ils ont même. Est-ce que ce serait pas de l'agneau qu'ils ont fait aussi? C'était complètement de l'agneau. Et d'ailleurs, j'y ai pensé quand Mathias a annoncé son épreuve. Je me suis dit, mais attends, pourtant il sait que Mohamed il connaît bien l'agneau. Donc bon, effectivement, on n'a pas eu des grands stratèges cette année. Tant pis, voilà. En parlant de ça, messieurs. Je sais pas si, excuse-moi Raoul, je te coupe, mais je sais pas si vous avez le souvenir de l'année dernière. Est-ce qu'on a des demi-finalistes qui gagnent leurs épreuves? Il me semble que David gagne son épreuve il y avait quelque chose soufflé le sucre soufflé, ouais. Il me semble qu'il gagne. Je me rappelle plus des autres, mais c'était pour savoir si l'année dernière on était dans le même système, dans le même schéma ou pas du tout. Je retourne vérifier. David avait gagné son épreuve. Adrien avait gagné son épreuve aussi. Adrien, c'était la cuisson dans la vessie et pas du tout les abats, contrairement à ce que j'avais dit. Et je remercie, il m'a demandé spécifiquement de le faire, mon bon copain Benjamin qui m'a corrigé en me rappelant que c'était pas le cas. Merci mon vieux. Voilà, comme ça c'est fait. Et Mallory, pour le coup, c'était le turbo cuit sur l'arête. C'était ça le thème. Donc, mais attendez, du coup, non, je dis de la merde. Il avait donc fini dernier. Et attends, mais c'était ça en fait. Ah! Donc j'avais raison en fait, je le refais. J'ai les trucs sous les yeux et dans ma tête c'est pas ce qu'on avait dit. David c'était un Saint-Honoré avec le sucre soufflé. Adrien c'était un Terre-Mer avec les produits imposés un peu comme ce qu'a fait Sarah là cette année. Et les produits, messieurs, je vous les redonne, c'était des pleurotes et trompettes de la mort, du pied de cochon, de la fraise de veau et des pousse-pieds. Quel enfer. Et derrière, c'était Mallory, le turbo cuit sur l'arête avec la vessie. Voilà, tout est remis dans l'ordre. La matrice a retrouvé son bon sens. Et effectivement, les résultats, c'était que Adrien avait gagné son épreuve, David avait gagné son épreuve, et Mallory n'avait pas gagné. Et comme Mallory était le seul à ne pas avoir gagné, c'était les 2 autres qui passaient, d'autant que David avait pris un point sur l'épreuve de Mallory. Voilà. Tout est rétabli. Du coup, on revient à ce que disait Seb, c'est qu'en majorité, quand même, les candidats gagnent leurs épreuves. Oui. Donc, et c'est vrai que là, cette année, on est sur une exception. C'est ça. Alors, je vais pas tout remonter, mais en tout cas, c'est peu commun que ça arrive. Mais les égalités, c'était pas peu commun. Ça, c'était déjà arrivé. On l'avait revu la dernière fois. Donc là, c'est un peu frustrant d'ailleurs cette dégustation parce qu'il y a la dégustation, mais ensuite on attend 1 heure pour avoir le résultat. On va revenir dessus. La dégustation se passe plutôt bien pour les 3. D'ailleurs, j'ai un peu du mal à dire qui l'emporte. Moi, je vois presque le moment où Sarah pourrait s'en sortir grâce à son tartare. Seb, toi, sur la dégustation, t'arrivais un peu à déceler qui pouvait l'emporter? Non, parce que franchement, il y a eu des bonnes critiques. Alors peut-être qu'il y a eu du négatif, mais ils ne l'ont pas montré à l'antenne. Pour Momo, voilà, il sentait les épices, résultat plaisant, un plaisir à la dégustation, c'était généreux. Pour Sarah, c'était le côté végétal qui était présent, qui revenait, avec une fraîcheur dans l'assiette. Et Mathias, cuisson de la selle excellente. Et à chaque fois, ils ont relevé que c'était le pesto qui avait relevé le plat. Mais manque de peau, c'était un plat à base d'agneau, quoi.
Oui, c'est ça. Le pesto finalement. C'est ça qui a fait pencher la balance. Ouais. Lucas, on est d'accord que s'il réfléchit un petit peu, Michel Saran, il reconnaît tout de suite les 3 plats. Hein. Un tartare d'un côté, des trucs épicés un peu méditerranéens de l'autre. Bon, bah par définition, on peut trouver Mathias par élimination, non ? Oui, on pourrait. Maintenant, il y a pas mal de surprises. Enfin, il y a parfois des surprises, difficile de réfléchir comme ça. Et puis j'en parlais pendant l'émission. Quand bien même il trouve, et il se dit, bon, ça c'est certainement Mohamed, ça c'est certainement Sarah. Ça veut pas forcément dire qu'il va manquer d'objectivité. Aucun des candidats n'était dans sa brigade parce qu'il y a eu des changements de brigade, mais lui, il est pas concerné. Bon, on sait pas avec qui. Peut-être qu'il y a plus d'affinité avec certains que d'autres. Peut-être qu'on aime plus des personnalités que d'autres, mais après, on peut aussi lui faire confiance et se dire que même s'il découvre et même s'il a un doute, il reste objectif et il juge un plat. Après, pour revenir sur la dégustation, je suis pas forcément d'accord avec Sébastien. Pour moi, au moment de la dégustation, je trouve que Mohamed a énormément de compliments, plus que les autres. Alors, je vais pas vous dire que moi, sur le moment, je me dis que c'est Mohamed qui a gagné parce que à aucun moment, j'imagine que Mathias va perdre. Tant il est confiant, tant les interviews qu'il y a pendant l'épreuve et qui, à mon sens, sont faites peut-être après, il sourit, il est content, il est confiant. Je me dis, c'est pas possible qu'il perde, tellement il en parle et tellement tous les autres ont l'air de dire que c'est une épreuve extrêmement difficile. Donc, à aucun moment, je me dis ça. Mais par contre, je me dis quand même, la dégustation de Mohamed, je la trouve vraiment très bonne parce que le chef qui est à côté de Michel Saran donne énormément de compliments et quand les dégustations arrivent ensuite, celle de Sarah elle est bonne mais voilà, c'est pas autant que Mohamed, et celle de Mathias pareil. Et d'ailleurs je reprends mes notes et je me suis noté vraiment que les 2 autres dégustations étaient sans plus, mais celle de Mohamed est très bonne et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça ne l'a pas fait, mais voilà, c'est là où je diverge un peu avec Sébastien, c'est que je trouvais qu'il y avait des indices quand même au niveau de la dégustation. Très bien, non mais j'adore, du clash dans ce podcast, c'est très bon pour le référencement, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, pour l'instant on en reste là à ce moment-là de l'émission, on est déjà à 2 pubs et demi à peu près, et on voit qu'il doit être à peu près 22h30 à la fin de la dégustation il me semble, et sur le programme il y a marqué que ça termine à 23h25, et là on comprend avec angoisse qu'on en a pour 55 minutes, et une pub quand même, de blabla, et c'est littéralement ce qui s'est passé, 55 minutes entre... revenir sur l'émission, sur le parcours de la saison pour la 12e fois depuis 3 semaines, recevoir 75 messages de tous les chefs qui sont passés et que du coup on voit pour la 4e fois pour Glenviel, histoire de bien pousser le mime de Glenviel à les clés de la maison à fond, la séquence émotion avec les parents, enfin émotion, ça dépend des candidats, on va pouvoir en parler, et puis à la fin ce soulevage de cloche. Et là, ce n'est pas fini. Vous vous souvenez dans le dessin animé de Jackie Chan avec son oncle, l'oncle Jackie Chan, à chaque fois qu'il l'interrompait en disant « Je n'ai pas fini !» Et ben là, c'est pareil. Il y a une égalité qu'il faut encore départager. Et Michel Saran doit prendre l'ultime décision de choisir entre les 3 plats des 2 demi-finalistes restants, Sarah et Mathias. Et il élimine Mathias pour faire passer Sarah. Voilà, si ça avait pu se passer à cette vitesse-là hier, ça aurait été merveilleux. Ça a pris un peu plus de temps. Lucas... Parle-nous de ce grand oral. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé ? Dis-nous tout. Moi, je pensais qu'on n'allait pas faire la même erreur qu'M6, qu'on allait s'arrêter là. T'as donné le vainqueur. On est bon, on a parlé de la première épreuve. Voilà, non. On se dit à la semaine prochaine. On a souffert hier soir. Les gens vont souffrir en nous écoutant, c'est clair. Ok, ça me va. Alors, que dire de ce grand oral ? C'est vrai que tu es passé très vite et il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, je vais commencer par le positif et je vais dire que la chose positive, c'était qu'on a pu se rappeler de quelques épreuves qui étaient quand même pas mal, avec les messages des chefs. C'est vrai qu'ils ont demandé à tous les chefs, je me demandais si le chef du restaurant en bas de chez moi, il n'allait pas apparaître, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont demandé à tous les chefs de faire un petit message. Il a dû en avoir 3 ou 4 par candidat. Donc,
ça a eu au moins le mérite de nous rappeler quelques épreuves, même si c'est vrai que on a l'impression de le voir de chaque épreuve toutes les semaines, puisqu'il y a ces flashbacks qui sont horribles, on peut le dire. Allez. Mais quand même, on a revu quelques épreuves, quelques bons moments. Alors ça concernait que ces 3 candidats, mais ça nous a permis de nous rappeler de cette saison qui était, avec le recul, pas si mal. C'est le côté positif. Après, c'est vrai que c'était très long. Trop long, voilà. Et puis, je vais vous laisser en parler certainement, mais il y a des candidats qu'on peut appeler des bons clients. Il y a des personnes qui sont bons dans cet exercice, en tout cas qui nous tirent de l'émotion un peu naturellement. Je parle de Mohamed, et vous allez certainement développer. Et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué et c'est pas ennuyant, mais du coup ça en devient long. On est d'accord. Sébastien, à ton tour de te lancer sur le sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de ce grand oral ? C'était une magnifique masterclass de M6 pour nous placer ces émissions, parce qu'ils ont meublé comme maison à vendre. C'était pas possible. Tu as rajouté 2 bottes de foin, on était dans l'amour et dans le pré. C'était vraiment atroce, quoi. Voilà. Tous les ans, c'est de plus en plus long autour de la cloche. Bon, tu vois, voilà, Mohamed, c'était hyper touchant. Tu vois son parcours, tu vois qu'il en a bavé pour arriver où il en est. Sarah aussi, c'était pas mal. J'avais l'impression qu'il continuait jusqu'à qu'il y en ait un qui pleure. Bon, ben Mathias, c'est pas arrivé. Et non. Malheureusement. Non, mais voilà. On attendait peut-être le message de Charline. Oui, c'est ça. Non, mais moi j'ai vu le moment où on allait dire, où Philippe allait dire, tu te souviens de Charline? Il allait dire, qui ça? Non. Bon, voilà, ça revient un peu à ce qu'on avait vu la dernière fois avec Mathias et son papa. Bon, manifestement, le trop plein d'émotions, ce n'est pas leur truc, mais tout le monde ne peut pas être comme ça et ce n'est pas grave. Sarah, elle a réussi à se retenir à peu près jusqu'à ce que Paul Perret lui dise qu'il était très fier d'elle, et ça, je trouvais ça sympa. Je suis d'accord que c'était très long et très fatigant, et qu'en fait ça, à force de devenir long, ça devenait lourd, parce que on se demandait mais quand est-ce que ça va finir, et pour le coup là c'est un peu trop l'esprit M6. Ce que je disais hier, c'est que finalement voilà, le but c'est de provoquer de l'émotion parce que c'est de la télé-réalité. Top Chef, faut pas se mentir, c'est quand même comme ça que c'est catalogué, et là on était vraiment dans la télé-réalité. Il y a eu des trucs sympas, et moi j'ai vraiment trouvé que pour le coup Mohamed, qui bien sûr a le parcours qui permet ce genre d'émotion, mais que tu vois son premier chef dont il venait de parler un peu avec émotion apparaisse et lui dit ces mots-là, c'est sympa. On a vu Pierre Gagnère, et ça c'est toujours cool de voir Pierre Gagnère, hein, on va pas se mentir messieurs. Donc bon, je comprends qu'il faille remplir, je comprends que c'est aussi le but de l'émission, hein, qu'il faut aussi rappeler à tous ceux qui n'ont pas regardé avant qu'il y avait tout ça. Mais vraiment là, trop compliqué, trop de trucs. Et pour ceux qui ont regardé toute la saison, en fait, on est deg, parce qu'il aurait juste suffi qu'on se connecte à ce moment-là hier soir à la télé, et puis en fait on avait économisé 2 fois 2,5 fois 16 heures d'émission, quoi. Donc bon. Maintenant, la question que je me pose et que je vais vous poser, messieurs, c'est, comme tu le dis, il y avait quasiment uniquement Mohamed, parce que le parcours fait que il y a de l'émotion, parce que c'est un bon client, parce que c'était assez naturel. Et en effet, quand j'ai vu ça, c'était d'ailleurs le début de cette séquence, et elle était très bien, et c'était très naturel, et j'ai trouvé ça au début, j'ai eu peur qu'ils en fassent trop, qu'ils appuient sur ce côté-là. Mohamed, on l'a entendu dire plusieurs fois, on a entendu parler de ça plusieurs fois dans la saison, et je me suis dit bon, est-ce que ça va pas faire trop? Et puis il nous parle, il nous raconte un peu plus d'anecdotes, il va vraiment en profondeur, on le voit qu'il est ému et que c'est sincère, et du coup moi ça m'a touché. Maintenant, comme tu disais, les 2 autres ça l'était un peu moins. Est-ce que nous, en tant que téléspectateurs, on aurait accepté que sur cette séquence-là, ils en fassent un peu plus sur Mohamed et un peu moins sur les autres, et que du coup la séquence soit pas équitable? Ou est-ce qu'on n'aurait pas râlé en se disant ah ouais, mais ils en font à fond sur Mohamed, et les autres on les oublie? C'est difficile de se dire c'est sur on va dire 30 minutes, ça valait pas 10 minutes, ça valait peut-être 15 minutes pour Mohamed et 7 minutes pour les 2 autres. Mais est-ce qu'on l'aurait accepté ça en tant que téléspectateur? Seb? Non, c'est sûr, par souci d'équité. Maintenant, il y avait trop de portraits, quoi. Enfin, tu aurais mis, tu vois, son premier chef avec sa mère pour Momo, tu vois, un chef marquant avec son père pour Mathias. Tu vois, 2 portraits par candidat, ça aurait suffi. Et j'aurais préféré ça et voir une vraie dernière épreuve pour départager les 2, quoi.
Ça, oui, ça on est d'accord, mais là c'est un autre problème. Ouais. Oui, et puis de toute façon, je pense que c'était pas dans les plans et ça a jamais eu l'air de l'être en 12 saisons de Top Chef de rajouter une 4e épreuve pour départager les candidats alors qu'on parle quand même d'un concours de cuisine. Ça c'est vrai que ce serait illogique après tout de faire une épreuve de cuisine pour départager les gens. Bref, bon, on les juge sur ce qu'ils ont déjà fait. D'ailleurs, question. Et d'abord, je réponds à ta question, Lucas. Je n'aurais pas du tout été choqué d'avoir beaucoup plus de Mohamed et moins de Sarah et de Mathias, très honnêtement, parce que eux n'étaient pas bons dans cet exercice-là. Voilà, ils peuvent pas avoir que des qualités, il faut bien qu'ils aient quelques défauts aussi, et l'épanchement des émotions, ça allait très bien avec Mohamed et je trouvais ça assez naturel d'ailleurs, donc assez sympa. Ils ont un peu forcé pour que Sarah y arrive. Mathias, ça marchait pas, on passait à autre chose, c'est pas grave. Maintenant que j'y repense, messieurs, qui est-ce que vous auriez trouvé comme candidat de cette saison bon dans ce rôle justement, qui selon vous aurait été un bon client, un peu ému, un peu à raconter des histoires comme ça? Est-ce que Seb, t'as une idée? Arnaud, je pense que on aurait eu quelques punchlines pour les prochains génériques. Ça, je pense que ça aurait été une autre atmosphère. Baptiste aussi. Ouais. Je pense que aussi il aurait été pas mal. Lucas, toi t'aurais vu qui? Moi, Thomas, parce que à chaque question qu'on pose sur un ancien candidat, je réponds Thomas, peu importe. Donc voilà, Thomas de manière totalement subjective. Maintenant, c'est vrai que si on réfléchit, je suis d'accord avec Seb. Je ne sais pas si c'est forcément le candidat Arnaud qui nous aurait tiré le plus de larmes, mais c'est en tout cas le candidat qui aurait permis qu'on s'ennuie pas quand on passe sur son portrait, on va dire. Parce que voilà, il a sa façon, la façon de parler, les punchlines, comme le disait Seb, il a ce franc-parler. Voilà, et ça c'est frais. On a eu l'occasion de l'avoir dans le podcast, on s'est bien marré, et franchement c'est vrai que sur une épreuve comme ça, sur un exercice comme ça, j'aurais bien aimé le voir. Après, c'est vrai que forcément, et je vais te laisser la parole, Raoul, mais on aurait bien aimé voir Pierre aussi. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Pierre, parce que on l'a vu quand il y a eu sa maman qui est venue, il était tout ému, donc il aurait rempli ce rôle-là, et je pense qu'on aurait rigolé aussi avec lui, parce que voilà, c'est depuis qu'il est revenu, en tout cas, il colle un peu à cette image de surexcité à la peau, un peu de tout foufou. Il y aurait eu moyen. Avec Michel en face. Avec Michel Saran, les deux auraient été un peu touchés tous les deux. Voilà, j'aurais trouvé ça cool aussi de voir Pierre. Et puis, en plus, voilà, Pierre, c'est le bro. Donc, j'aurais trouvé ça sympa. Petit mot aussi, messieurs, je voudrais votre avis sur la manière de départager. Évidemment, on aurait préféré de la cuisine, mais du coup, qu'on départage seulement sur la demi-finale et pas sur l'ensemble de la saison, parce qu'en plus c'est à l'aveugle. C'est fair play selon vous, Lucas, ce moyen, pour commencer, ce moyen de départager les deux derniers en égalité? Oui, pour moi, pour moi, c'est fair play de départager uniquement sur la demi-finale, parce que les candidats peuvent progresser. On l'a vu Mohamed, alors il n'était pas concerné par ce choix-là entre Sarah et Mathias. Mais si on avait dû départager Mohamed avec un des deux et on avait dû reprendre toutes les épreuves depuis le début, Mohamed, on aurait dit ouais, mais au début de la saison, il était un petit peu en dedans, il a rarement gagné d'épreuves. Sauf que Mohamed là sur la demi-finale, c'est le plus méritant, clairement. Ouais, premier, deuxième, premier, je crois. Donc pour moi, c'est logique et normal que ce ne soit que sur la demi-finale. C'est l'épreuve, c'est la demi-finale, on ne juge pas sur l'ensemble de la compétition. Il y a un candidat qui peut progresser, l'autre qui peut un peu être en dedans sur la pression. Maintenant, de dire à Michel Saran, alors je sais pas à quel point les épreuves étaient espacées, s'ils l'ont fait dans la même journée, en 2 jours, en 3 jours, mais de dire à Michel Saran de lui montrer un iPad et de lui dire rappelle-toi ces 3 plats, rappelle-toi ces 3 là, et essaye de nous dire lesquels 3 t'ont fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu l'impression que ça devait départager. Vous me direz si je me trompe. Mais j'ai trouvé que c'était un peu bizarre pour moi. J'aurais peut-être fait au classement. Sarah, ou alors Sarah a déjà. Alors, mais après, tout dépend qu'est-ce qu'on valorise. Sarah avait gagné une épreuve. Mathias n'a jamais gagné d'épreuve, du coup. Ou si il a battu. Bah non. Il a battu. En fait, il a fait deuxième et troisième. Voilà. Donc pour moi, je me dis, ils sont à égalité. Sarah a déjà gagné une épreuve. Mais je pense que on en revient à un jugement très personnel et à ce qu'on valorise le plus. Mais moi, je valorise plus quelqu'un qui gagne une épreuve, quitte à être en dedans sur la deuxième et la troisième, Sarah qui fait peut-être troisième sur celle-là, plutôt que quelqu'un qui est moyen mais qui n'en gagne pas. Donc moi, j'aurais préféré ce système de départage en tout cas. Oui, mais qui serait arrivé au même résultat finalement. Oui, qui serait arrivé au même résultat, mais là tu me demandes de parler de la façon de départager. Je trouvais ça
compliqué pour Michel Sarran de se rappeler des plats. Je sais pas, on sait pas vraiment si ça a été dans la même journée. Si on parle de plats qui sont même la veille, Raoul, qu'est-ce que t'as mangé la veille? La semaine dernière, hier, t'as mangé quoi? Ah si, en plus c'était trop bon. Ma femme m'a fait un truc trop bon. Vous voulez vraiment savoir? Voilà, on s'en fout. je rigole, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu. C'était un peu bon. Il faut les départager, aller trouver une solution rapide parce qu'on a déjà utilisé notre temps sur tout le blabla avant. Seb, qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, franchement, j'aurais préféré, moins de parlotte et que quitte à ce qu'ils nous fassent une épreuve en une demi-heure, même sur un œuf au plat, sur n'importe quoi, sur un concours de cuisine, j'aurais préféré qu'ils fassent ça. Maintenant, après, voilà, c'est censé être anonyme, donc tu sais pas qui a fait quoi. Tu juges sur la demi-finale, donc forcément, parce qu'on se posait la question en même temps sur le chat, est-ce que ça allait être sur l'ensemble de la saison, est-ce que ça allait être sur les demi-finales, mais comme ils jugent à l'aveugle, après, au final, tu vois qu'il n'y a pas photo, quoi, parce que franchement, Sarah a mis quand même beaucoup plus d'audace dans ses plats. Mathias a été vraiment plus clinique et il a assuré le coup. Oui, non, mais de toute façon, voilà, on rejoint un peu ce qu'a dit Lucas. C'est logique sur cette demi-finale parce que Sarah gagne une épreuve, rate pas complètement non plus les deux autres. La gaufre, ça avait l'air de fonctionner aussi. L'agneau, ça avait l'air de fonctionner aussi. Maintenant que j'y repense, sur les 9 plats qu'on a vus, le seul qui a eu des commentaires un peu négatifs, c'est le premier, les macaronis de Mathias. De mémoire, je me souviens pas d'autres reproches qui ont été faits, parce que ils ont dit il y a trop de trucs, on s'y perd un peu. C'est très léger, je vous l'accorde. Mais voilà. Oui, après ça montre aussi que cette demi-finale, elle était quand même d'un haut niveau. Et pour revenir à ce que disait Seb plutôt en début d'émission, je trouve que c'est très dommage parce qu'on a eu une demi-finale quand même qui était, des demi-finales du coup, qui était très serrée. La preuve, ça se finit sur Michel Sarran qui doit départager avec un iPad. On a eu des quarts de finale qui étaient vraiment, bien et qui nous ont tenus en haleine. Enfin, du coup, où il y avait du suspense jusqu'à la fin. Mais malheureusement, avec tout ce dont on parle depuis des semaines et M6 qui met des flashbacks, j'ai trouvé que ils ont gâché. Alors pas gâché, c'est peut-être un peu fort, mais ils n'ont pas exploité à fond ce potentiel de suspense qu'il y avait. En tout cas, en fait, en voulant l'exploiter, ils l'ont gâché. Voilà, si je devais résumer, en voulant l'exploiter à fond ce suspense qui était et ce niveau qui était quand même très élevé, en tout cas très homogène sur les quarts de finale, demi-finale, j'ai trouvé qu'ils l'ont un peu gâché parce que ça nous a un peu sorti du truc et je trouvais ça dommage. Je te rejoins assez. On l'a dit depuis le début, on le sait, on vous le spoil pas, j'espère, vous avez regardé hier. C'est donc Sarah et Mohamed, messieurs, qui iront en finale. Et c'est peut-être la grosse surprise et le truc qui rattrape un peu, je trouve, toutes ces demi-finales, voire ces quarts qui étaient un peu longs. Mathias Marc est éliminé. Mathias Marc qu'on nous vendait et qu'on vous a vendu, on va pas se cacher, comme l'ultra favori de cette saison 12 depuis le début, même avant que ça commence. Il y en a un qui, dans la rédaction, s'est tout de suite élevé contre la voix générale et qui a tenu à défendre son point de vue différent, qui est passé un peu pour un fou, un peu pour un rageux parfois, mais qui aujourd'hui est un visionnaire. Et cette personne, c'est Lucas Vola. Et donc Lucas, je voudrais t'entendre sur l'élimination de Mathias hier. Écoutez, je vais essayer de... En fait, tout simplement, si on était dans une radio normale, on prendrait le téléphone et on appellerait Raphaël. Voilà. On aimerait avoir on aurait aimé avoir sa réaction en direct, quand même, parce que voilà, si moi j'étais, on va dire, soyons caricaturaux du coup, et si moi j'étais le haineux, le rageux, Raphaël était le fanboy. Alors, je pense qu'il va pas aimer ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est vrai que Mathias, je l'ai pas senti dès le début. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans certains podcasts, il était en train vraiment de me faire changer d'avis, et notamment, alors je ne saurais plus dire exactement à quelle période, mais je pense que c'était peut-être juste avant les quarts de finale. Ouais. Il était en train de me faire changer d'avis, et au dernier moment, en demi-finale, il est retombé un peu dans ses travers. Voilà, et je me suis dit, mais il était très confiant, trop confiant. C'est bien, mais il faut qu'il gagne derrière. Il faut qu'il gagne parce que sinon, arrivent ces critiques-là, les critiques que je suis en train de faire et que j'ai faites au début. Et
auxquelles il était en train de me donner tort, mais elles reviennent parce que quand on est favori, malheureusement, il faut gagner. Et ce qui, on va rester sur Mathias, mais ce qui rappelle l'année dernière quand même, et David qui était l'ultra favori et qui gagne à la fin, et à quel point c'est quand même pas évident d'être favori et de gagner quand même. Ouais, non, tu fais bien de le rappeler. Seb, grosse surprise forcément hier, hein, au moment de l'annonce des résultats. Moi, je me suis levé de mon fauteuil. Il y a 2 fois où vraiment je me suis levé, je suis tombé de mon canapé cette saison pendant Top Chef. C'est quand Pierre a été éliminé la première fois et quand hier Mathias a été éliminé. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Même si je l'ai senti moins bon, je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont me faire passer. Mon frère qui m'envoie un message en me disant je crois que Michel a pas eu le mémo là. Le but c'était que Mathias aille en finale. Hein. Seb, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, tu le sens pas arriver? Moi, je l'ai senti quand Michel se fait son petit cinéma et te dit ah, je sais pas et tout, mais j'ai décidé de privilégier l'audace. Ouais. Et quand tu vois, t'as le gros plan t'as les 3 plats, il sweep, t'as les 3 plats d'après. Franchement, quand tu vois les 3 plats, il n'y a pas de différence. Et après, t'as l'interview juste de Sarah qui te dit ah ben je suis sûr que c'est Mathias qui va passer. Je me suis dit c'est bon, c'est elle qui passe. Ouais, j'avoue, en fait, j'ai pas osé y penser parce que c'est vrai que je suis aussi dans la team de ceux qui mettaient Mathias favori, peut-être un peu par défaut au début, et puis j'ai appris à être un peu conquis aussi. Mais ouais, pour moi, c'était évident. Pour répéter un peu le schéma de l'an dernier que voilà, Mathias il a déjà son resto, il connaît déjà bien tout ça, il sait faire, il est ultra favori, il devrait y arriver. Philippe Etchebest n'a pas manqué de le lui rappeler d'ailleurs en disant j'ai été le seul à croire en toi au début, tout le monde m'a pris pour un fou. Non mais arrête, c'est bon, tout le monde savait pertinemment que tu l'as pris parce que tu étais sûr qu'il allait gagner. Et ben voilà. Et d'ailleurs messieurs, pour la 2e fois consécutive, Paul Perret et Hélène Darroze en finale. Ça promet un affrontement des plus sympathiques. On va en reparler en fin d'épreuve, en fin de podcast, décidément. Je crois qu'on a fait le tour sur le débrief, messieurs. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on passe au top et au flop? Non, ça va. Non. Moi, j'ai trouvé pas mal l'attaque à 3 Benzema, Mbappé, Griezmann. Non, pardon, c'était pas. C'était autre chose, mais non, mais ça faisait plaisir aussi. Allez, on envoie le jingle et on se retrouve pour les tops et les flops. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute. Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Bon les gars, il va falloir choisir un flop chacun, donc essayons d'être voilà, concis, de trouver autre chose que la 2e partie de l'émission. En tout cas, on va essayer. Seb, est-ce que tu te sens de commencer avec ton flop? Ouais, bon, j'ai déjà mentionné, mais se faire éliminer à l'aveugle, comme ça, faire l'aveugle entre guillemets. C'est un concours de cuisine, d'accord, je veux bien qu'il y a le côté réalité, mais au bout d'un moment, il faut que la cuisine elle reprenne le pas, donc c'est une règle à modifier dans la prochaine saison. Eh ben, on va écrire à M6 en disant que c'est pas bien. Lucas, quel est ton flop? Pareil, ça a été mentionné il y a très peu de temps, mais je vais dire Mathias. Mathias, si je le mets pas en flop cet épisode, je le mets plus jamais. Enfin, je peux le mettre en flop, même si, voilà, comme je le disais, il avait réussi à quasiment me faire changer d'avis. Et j'étais d'accord avec vous, messieurs, en disant qu'il était très fort. Et malheureusement, à l'avant-dernière marche, il chute. Je suis obligé de le mettre en flop avec en petit astérisque derrière, à côté, en tout cas en dessous, en tout petit, Raph en flop aussi, parce que voilà, je suis obligé de lui mettre ce petit tir-là. Raphaël Masméjean, bien sûr, que l'on salue et que l'on espère retrouver très vite dans un épisode de Micro-ondes. Mon flop, il va être sur les épreuves de cuisine, parce que on a déjà suffisamment attaqué de toutes parts cette 2e partie. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis déçu que personne n'ait réussi à gagner son épreuve parce qu'à ce niveau-là du concours, j'espérais que les candidats aient une stratégie suffisamment payante pour pouvoir briller au détriment des 2 autres, et les choix à chaque fois de faire quelque chose de soit trop classique parce qu'on connaît bien, soit de pas assez classique parce qu'on l'a jamais fait, n'ayant pas payé, je suis un peu déçu. Et maintenant que j'y repense, on se souvient des demi-finales de l'an dernier.
Parce que, alors oui, il y avait aussi ces personnalités-là qu'on a beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé les personnalités de cette année aussi dans les candidats, mais je pense pas que je me souviendrai trop des épreuves de cette année, tu vois. Parce que ça m'a pas... Voilà, c'était pas des demi-finales exceptionnelles en termes de réalisation culinaire, et du coup, pour ça, je suis un petit peu déçu. Le top, Sébastien, quel est ton top? Alors, c'est quand Philippe Etchebest a récupéré l'épaule de Mathias. Et il était en mode banquet viking, en train de le dévorer dans son coin. Il est parti aller faire goûter Michel Saran. Ils étaient comme deux gosses ou comme deux chiens. C'était Paul Perechko. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on sait pas quand est-ce qu'ils ont fait l'épreuve, mais à tout moment il était 10h du mat, les gars. À tout moment ils étaient en train de défoncer une épaule confite à 10h du matin. Je ne vois pas du tout le problème. Moi je serais complètement capable de faire un truc comme ça en tout cas. Ton top, Lucas? Eh bien, moi, je vais être assez classique, mais je vais dire Mohamed pour rester dans les candidats. Mohamed, c'est pas forcément celui qu'on a vu venir de plus loin. Il était un peu en difficulté. Pas forcément en difficulté. On a toujours dit qu'il était très technique, mais on l'a rarement mis dans les favoris. Il a rarement explosé, surtout en début d'émission, en tout cas en début de saison. Et puis, au fur et à mesure, il prenait de l'épaisseur. Sa technique a été parfaite quasiment à chaque épreuve, et on a souvent dit que ça allait être très difficile de le battre, en tout cas d'être dernier, mais on avait aussi dit que, et notamment moi, que Mohamed c'était un candidat qui perdait pas mais qui gagnait pas forcément, et là quand il a fallu gagner, il s'est mis à gagner en quart de finale, en demi-finale, et là des deux candidats, si on doit donner un favori, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que je pencherais plutôt vers Mohamed, donc une très très belle saison de Mohamed. Moi mon top j'ai trouvé assez sympa, et bon mais vous allez me dire que toutes les semaines je fais ça. J'ai trouvé assez sympa au milieu de cette longueur de la deuxième partie le moment entre Paul Perret et Sarah, où évidemment alors on nous a mis des caisses sur tu as manqué de confiance en toi, mais finalement, bon, tu as pris confiance en toi. Bon, d'accord. J'ai trouvé marrant le moment où il lui avoue que c'est lui qui lui a mis le gros rouge. Vous savez, il y a 4 couleurs de première épreuve là. Ça, c'était sympa qu'il remontre qui avait eu quelle couleur. Et où il lui dit, bah moi, c'est moi qui t'avais mis le rouge. Là où elle avait eu 3 oranges et un rouge. Et ça c'était rigolo pour le côté sympa, et derrière le moment où il lui dit bon bah voilà, moi en tout cas je suis fier de toi et de ce que t'as fait, et ben j'ai trouvé ça bien fait, ça avait l'air spontané, parce que Paul Perret colle bien à ce rôle là aussi. Hélène Darroze avec Mohamed, c'est sympa aussi. Bon, Philippe et Mathias, moi ça m'a énervé, mais on le sait. Je suis en train d'essayer de revoir en même temps. Mohamed, on l'avait mis seulement 3e maximum, je crois, de notre power ranking pendant la saison. Donc voilà, il va finir par gagner, donc on a été bon. Il nous fait bien mentir. Et pour rebondir dessus, Raoul, excuse-moi, petite question, messieurs. J'ai sous les yeux notre premier power ranking, donc celui de la preview. Est-ce que vous savez à quelle place étaient positionnés Mohamed et Sarah? Alors Sarah, je peux te le dire, elle était dernière. Et Mohamed doit être pas loin d'être avant-dernier. 13 ou 12. Il est 13. Ah la vache. C'est superbe. Mais parce que tu le regardes à l'envers, ça aussi. Tourne-le. Oui, bien sûr. C'est le haut vers le bas. Non, mais c'est vrai. Tu fais bien de le raconter. Raconter ça, c'est. Bah voilà, hein, c'était le jeu. On savait rien. Hein. On avait quand même mis. Attendez, j'essaie de le retrouver. Adrien Zeda en 4e position. Est-ce que vous vous souvenez d'Adrien Zeda, messieurs, qui a été éliminé à la première épreuve? Voilà. À la première émission. Donc bon, hein, évidemment, c'était le jeu. La semaine prochaine, c'est la finale. La finale entre Sarah et Mohamed, c'est comme les éditions précédentes avec... là, c'est 70, c'est pas 100 personnes qu'il faut nourrir via un repas complet qu'on a passé la journée à préparer avec une brigade. J'ai vu passer Arnaud, je crois, chez les Rouges. J'ai vu passer Pierre, un moment, il me semble, chez Sarah. Et Chloé, oui. Alors Chloé, elle doit être chez les Rouges aussi. Je sais plus qui d'autre, mais bon, on va peut-être, je crois, Pauline aussi. En fait, ils ont peut-être reformé les brigades. Bon, on verra, mais ça c'est sympa. Et donc 70. Alors là, c'est 70 journalistes culinaires. C'est plus des bénévoles de la Croix-Rouge, c'est ça? Si, il y a les bénévoles de la Croix-Rouge. Ok, j'avais entendu juste les journalistes, et puis j'ai lu un tweet passer disant que comme M6 arrosait les journalistes en fin de saison, tous les journalistes ont été à fond pendant la diffusion de la saison sur M6. Donc bon. Donc maintenant à voir. Nous on n'a pas été invités. Hein. Non, pas encore. Ouais, désolé. Donc maintenant à voir si d'habitude les autres années le vote des chefs
est sur le même pied d'égalité que le vote du jury. Maintenant, c'est vu qu'ils sont 50-50 plus de pour les deux, 70, ouais. voilà, maintenant, est-ce que ça fait, est-ce qu'ils vont faire 70-30? Est-ce qu'ils vont leur donner un petit peu plus de poids? Tu On voudrais verra dire ça. que Parce les- que d'habitude, pourquoi il y avait 100 convives plus les chefs. Oui, Donc, mais, Oui, en fait, mais à ça, la fin, c'est c'était il y a les le 100 chef voix. qui change. Les 100 voix valaient 50% de la note et les 4 voix des chefs valaient 50% de la note, c'était pas ça? Ah non, c'était. C'était 50-50. Non, pour moi, c'était une voix égale une voix, quoi. Ah, je suis pas sûr, hein. J'ai un doute. Pour moi, alors, Non, en fait, c'était les dernières années, chaque personne avait 10 points et tu décidais de comment attribuer les points. Si tu voulais mettre 5 et 5, 6 et 4, 10-0. Ah, je sais plus. J'essaie de relire en même temps. Les chefs votent en répartissant 10 points entre les deux menus, c'est ça. Ils montent ensuite leur bulletin en deux finalistes. Ah oui, tout le monde avait mis 5-5, sauf Paul Perret qui avait mis 6-4 pour Adrien David et Hélène Darroze avait fait l'inverse. Et les convives répartissaient également les 10 points. Et donc au final, ça te faisait 104 x 10, donc 1400. Non, 1040 d'ailleurs, pardon. 1040 points pour départager les deux. Ce sera peut-être pareil là. Mais je suis d'accord avec toi que... Faut faire un tube, quoi. Ouais, non, mais en fait, je suis d'accord avec Seb sur le fait que les chefs devraient avoir plus de poids parce que déjà, c'est pas leur émission, mais ils connaissent les candidats, donc ils savent, ils sont capables de juger... pas de un peu de la progression aussi quand même, mais surtout de la réalisation du truc. Là, oui, des candidats, des bénévoles de la Croix-Rouge, c'est sympa de les faire venir, mais bon, ça revient à ce que j'avais dit au moment de la dégustation avec la ministre de la Transition écologique, où on fait juger des non-cuisiniers. Oui, voilà. sauf que... Oui, mais on revient sur le même débat, c'est que quand un cuisinier cuisine, il cuisine quand même souvent pour quelqu'un qui n'est pas averti, la plupart du temps. Ouais, et qui du coup n'en vaut pas deux, vrai c'est vrai. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'en effet, on revient sur le même débat qu'on avait eu d'ailleurs tous les deux, il me semble, Raoul. C'est que pour ma part, ça me gêne pas que ce soit des gens qui ne soient pas dans le métier qui jugent, parce que dans un restaurant, 90% des gens sont ces personnes-là. Et du coup, on juge le meilleur cuisinier. Alors certes, il y a une part de technique très importante, mais il y a une part aussi de faire plaisir ou de faire apprécier son plat et son menu à des gens qui ne connaissent rien à la cuisine ou très peu dans la plupart dans la majeure partie des cas. Ouais, non, mais voilà, c'est chacun son avis. On verra ce que ça donne, messieurs. Un petit pronostic, forcément. Voilà, je vous demande pas non plus de me pronostiquer le menu que vont faire nos deux candidats, mais aujourd'hui, selon vous, qui est favori, qui est outsider? Seb, qui est-ce que tu vois emporter cette finale de Top Chef 2021? Favori avec la forme du moment, Mohamed. Grosse demi-finale. Il est bien monté. Au final, tu vois qu'il est passé à une bouchée près de se faire sortir en quart. Ouais. Et derrière, il s'est bien ressaisi. Comme j'ai dit, grosse demi-finale, voilà. Il n'a pas gagné beaucoup d'épreuves avant ça, mais il s'est pas fait sortir. Mais décisif au bon moment, donc je pense qu'il va avoir plus l'habitude. Lucas, quel est ton prono pour cette finale? Assez d'accord avec Seb sur la forme, sur le format peut-être de cette finale, d'avoir un menu pour donc du coup 74 personnes, si je me trompe pas. Voilà, avoir les idées. On a vu que Mohamed avait gagné la guerre des restos. Alors certes, il était avec Mathias, mais c'est aussi signe de sa capacité à créer, imaginer un menu, de pouvoir le servir à un nombre assez conséquent de personnes, même si la guerre des restos c'était un petit peu moins que on va la voir mercredi prochain. Certes, Sarah travaille dans son resto, elle a l'habitude de ce genre de choses, mais c'est vrai que avec si on rajoute toutes les raisons qu'a évoqué Seb, je garderai Momo aussi en favori. Ouais. Et pour qu'il n'y ait pas une unilatéralité des pronostics, je vais partir avec Sarah en gagnante parce que je la sens capable, maintenant qu'elle a pris confiance en elle, marque déposée bien sûr, et qu'elle a réussi à je sais pas, à dépasser un peu cette espèce elle le dit d'ailleurs, elle dit je fais des trucs que je m'interdisais un peu de faire, et peut-être qu'elle est capable d'aller chercher des trucs qui vont plaire à tout le monde. En plus, si elle part sur ces univers végétaux, frais et tout ça, j'ai l'impression que ça peut parler plus facilement à plus de gens que si Mohamed t'envoie une grosse pièce de viande, bien sûr qui serait délicieuse, mais
Voilà, est-ce que c'est pas plus dans l'air du temps la cuisine de Sarah? Peut-être, et peut-être que c'est ce qui peut lui permettre d'avoir un petit avantage sur Mohamed sur cette finale. En tout cas, on va pas se le cacher, moi je suis hyper content parce que s'il y avait eu Mathias, il y aurait forcément eu un peu un favori affiché et bon, on aurait peut-être sans doute vu gagner. Donc là, qui est ces deux-là aujourd'hui, ça nous promet, j'espère, plein de rebondissements et plein d'incertitudes jusqu'au bout. On a fait le tour, je crois, messieurs. Ouais, c'est comme ça que va se terminer déjà. Voilà, hein, on a quand même réussi à parler 55 minutes d'une épreuve de cuisine. Donc bravo à tous. On a fait du M6, quoi. On a fait du M6. Je vais finir juste en disant quand même, on n'a pas noté, certes, c'est Perret face à Darroze, mais si je me trompe pas, Sarah et Mohamed viennent de la Brigade Rouge à la base. Oui. Et donc c'est Hélène Darroze qui a quand même choisi les 2 candidats qui sont en finale. Elle a gagné l'année dernière. Ça, c'est très solide depuis 2 ans, Hélène Darroze. Quand même. Sacré retournement de situation. Très bonne en draft. Hein, puisque voilà, nous qui venons de l'univers du sport américain, ce moment où on choisit les joueurs universitaires, la draft, c'est toujours un peu incertain. Et là, Hélène Darroze donne une leçon à ses 3 collègues, il faut le dire, même si Paul Perret effectivement se rattrape bien. Sarah, elle était arrivée chez lui comment? Parce qu'elle gagne l'épreuve la première et du coup elle prend une place. Je crois qu'elle prend la place de Pauline. Donc en fait, tu as raison de le signaler. C'est effectivement Hélène Darroze versus Hélène Darroze qui va l'emporter. Le suspense est à son comble. On se retrouve la semaine prochaine. Alors non, on va faire ça dans l'ordre. D'abord, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plus distrait, égayé que cette deuxième partie d'épreuve d'hier. On est disponible bien sûr sur toutes les plateformes de streaming audio, donc n'hésitez pas à aller tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous noter, à mettre des commentaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Déjà, ça nous fait super plaisir et puis surtout, ça fait un peu de référencement à une semaine de la fin, c'est pas plus mal. On est dispo sur tous les réseaux sociaux aussi, à savoir Twitter @NervThisCast, pas du tout, et ça fait 2 fois que je le fais en plus. C'est Micro-ondes podcast, Micro-ondes, je ne fais pas l'Overwatch League aujourd'hui, c'est Micro-ondes. Donc Micro-ondes cast sur Twitter et Micro-ondes podcast sur Facebook et Instagram. Et c'est déjà bien. On peut aussi vous retrouver, messieurs, @elvola pour Lucas, @Sébastien_TDA pour Seb, moi c'est Raoul VDG, et messieurs, maintenant c'est à moi de vous remercier pour cette émission tout à fait passionnante passée avec vous. Toujours un plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve donc, je l'ai dit, la semaine prochaine pour débriefer la finale. On connaîtra enfin le gagnant de cette saison 12 de Top Chef. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur la finale, mais sans doute de faire aussi un petit récapitulatif un peu de toute cette saison, des bons moments. On fera peut-être un épisode bonus d'ailleurs. Vous savez quoi? Maintenant que j'y pense, et je l'annonce, on fera le débrief de la finale et puis on fera peut-être la semaine d'après avec pourquoi pas plus d'invités qu'on est aujourd'hui. On tournera entre nous, mais voilà, un épisode un peu débrief pour la suite, et puis pourquoi pas entre la saison prochaine et la finale de la semaine prochaine trouver d'autres trucs, vous parler d'autres choses, et puis sinon vous pouvez toujours écouter le podcast Touchdown Actu dans lequel Lucas doit partir dans pas longtemps, c'est bien ça Lucas? Exactement, je suis sur la brèche là. Voilà, donc Lucas va enchaîner 2 podcasts, vous pourrez lui envoyer plein d'amour sur Twitter @elvola, je le rappelle, et pas Lucas Vola. Allez, c'est bon, c'est comme ça qu'on se laisse, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, très bon week-end, bon appétit à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, ciao ciao. Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je suis aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti.